Il est 17h35 et pour les auditeurs qui nous rejoignent pour Elliott Deval-et-Vous jusqu'à 18h, déjà joyeuse fête. C'est vrai qu'on a besoin de se souhaiter cette et on est fiers de dire joyeuse fête nationale. Alors on est fiers, mais j'ai remarqué quelque chose. Je ne sais pas si vous avez déjà voyagé dans d'autres pays au moment de leur fête nationale. En général, dans les autres pays, la fierté, elle s'affiche partout. Vous avez tellement au raison. balcon, on met le drapeau bleu, blanc, rouge sur la bagnole. Enfin bref. Ouais. Et en France, on voit pas ça. Non, c'est vrai. On est fiers, mais en même temps, on est discret, quoi. Vous dites on voit pas ça dans pas de Paris. cette manière-là, en tout cas. À Paris, c'est vrai que le Parisien n'est pas forcément 14 juillet compatible, alors qu'il y avait quand même 50 000 personnes sur l'avenue des Champs-Élysées. J'ai du mal à croire ce chiffre d'ailleurs. Je voudrais pas être méchant, mais ça me paraît un peu bizarre. À partir du moment où il fallait quand même un QR code pour venir sur les Champs-Élysées, ce QR code a donc été retoqué, on va dire. Finalement ça a été validé par le Conseil d'État. Non, mais dans un premier temps, donc la justice le supprime, et puis le Conseil d'État, convoqué en pleine nuit par on ne sait qui, 2h du matin, se réunit, n'est-ce pas, pour dire non, mais il faut l'autoriser. Écoutez, franchement, moi j'ai jamais vu un pays où on restreigne, où on tente de restreindre la liberté à ce point-là. Alors on nous dit, ah oui, mais la sécurité, parce que tous ces chefs d'État qui étaient là, etc. Il y avait beaucoup des chefs d'État. Christophe, non, mais sur ce point-là, juste pour terminer, vous mettez deux rues avec des flics. Mais 2 rues avec des flics autour des Champs-Élysées, hop, on fouille tout le monde, on regarde et on laisse passer les gens, point barre. Faut arrêter. Dans un pays où il y a seulement 6 ans, vous deviez promener votre chien, remplir c'est pas parce qu'il y a 6 ans il fallait le faire qu'il faut continuer à le faire. Oui, mais c'est les voilà, c'est tout. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on est devenu une société du QR code. La société de vigilance, c'est aussi ça. C'est le QR code pour les Jeux Olympiques, le QR code pour le 14 juillet, le QR code quand il y a la crise sanitaire. Il faut s'en satisfaire. Ah non, moi je suis je suis pas du tout sur cette ligne-là. Moi ce matin j'ai eu tout un débat à la rédaction d'Europe 1 par exemple parce que mes collègues trouvaient que c'était formidable. Le QR code ? Oui, c'est formidable. Donnez-les-nous. Non, mais parce que ça sécurise, etc. Je leur ai dit, De Gaulle disait que les Français étaient des veaux. Je crois qu'on est toujours au même niveau là. Bon, restons sur ce fameux défilé militaire du 14 juillet qui, à l'Élysée, on a voulu expliquer que c'était le réveil stratégique de l'Europe. Et vous avez dit, il y avait beaucoup de chefs d'État. Effectivement, il y avait plus d'une vingtaine de chefs d'État de gouvernement européens. Ce défilé s'est conclu par cette image de tous les drapeaux de la dite coalition des volontaires avec le V de la victoire et au milieu un immense drapeau français. La présence de Volodymyr Zelensky en tête d'affiche. La présence des militaires ukrainiens qui ont descendu l'avenue des Champs-Élysées. Alors certains disent, oui, mais c'est une tradition centenaire qu'il y ait des nations étrangères qui soient invitées pour défiler le 14 juillet. Évidemment, c'est pas ça. Personne n'a remis ça en cause. Mais personne. C'est le message politique plus important que les années précédentes sur ce défilé, à tel point qu'on se pose la question, est-ce que ça reste toujours un défilé national, ou là on a voulu en faire un défilé politique pro-européen, pour ne pas dire européiste, Jules Torres. Parce que c'était l'objectif, en effet, d'Emmanuel Macron, qui vient d'entrer dans une séquence dont il espère récolter les fruits. La séquence, elle a commencé à l'hôtel de Brienne hier, où il a fait un discours extrêmement offensif sur la défense européenne, sous la souveraineté européenne, en s'en prenant non pas aux patriotes mais aux nationalistes et aux souverainistes. Ça, c'était la première étape. Et puis il y avait cette étape aujourd'hui où en effet Emmanuel Macron a voulu faire du défilé militaire du 14 juillet un paravent de ce qu'il souhaite pour l'Europe, c'est-à-dire une grande armée européenne, une souveraineté européenne, une défense européenne qui, à mon sens, ne verra jamais le jour. Et c'est pas parce qu'on est défavorable à cette défense européenne, c'est pas parce qu'on est défavorable à ce mirage qu'est la souveraineté européenne que l'on dit que oui, les Américains n'ont pas le droit d'être là, que les Ukrainiens n'ont pas le droit d'être là. Non, c'est pas vrai. En 1919, il y a eu des Américains au défilé militaire du 14 juillet. En 1945 aussi. Ça a toujours existé, c'est vrai. Mais là, on est obligé de dire que derrière cette cohorte de personnes qui ont pu défiler aujourd'hui, il y a une volonté politique d'Emmanuel Macron de faire cette armée européenne. Et puis, il y a finalement un discours très
dure du président de la République à l'endroit de ceux qu'il présente comme des adversaires, je pense à la Russie ou alors au Moyen-Orient. À l'international réactionnaire aussi. Oui, non mais ou l'international réactionnaire, parce que je l'ai pas vu aussi dur avec la République islamique iranienne qui massacre son peuple qu'avec Vladimir Poutine. Mais vous avez des Français qui aimeraient que le président de la République ait la même fermeté et mette les mêmes moyens pour protéger d'abord sa population à l'intérieur de ses frontières. Pourquoi je vous dis ça ? Regardez par exemple les tentatives d'homicide. C'est intéressant de voir les chiffres de la délinquance et de la criminalité qui, sur certaines stats, explosent entre 2017 et 2024. Entre 2017 et 2024, les tentatives d'homicide, c'est des homicides ratés, ils ont augmenté de 82%. D'accord ? Il n'y a pas un seul pays européen qui a des chiffres aussi alarmants sur les tentatives d'homicide. Donc moi je veux bien qu'ils fassent la guerre partout, mais ce serait bien aussi de la faire à l'intérieur de cette... On va faire la guerre, le cas échéant, entre guillemets évidemment, à la Russie, plutôt que de dire on va s'occuper effectivement du peuple français. Moi quand même depuis hier, je suis un peu en boucle dans mon esprit par rapport à cette phrase qu'il a prononcée à l'hôtel de Brienne dont vous parliez tout à l'heure. La paix est notre but, et oui, nous tenons à la paix, et à combattre le cas échéant pour cette paix au prix du sang. Bon, mais qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que ça signifie que le président de la République a une envie dévorante d'aller faire la guerre? Est-ce que c'est ça qu'il est en train de nous dire en creux? Moi, c'est ça que j'aimerais comprendre. Ça a été précisé par Catherine Vautrin la ministre des Armées, qui a dit il s'adressait, cette formule, c'était aux militaires qui ont déjà payé, nos militaires français, qui ont payé un lourd tribut pour défendre nos droits et nos libertés sur certaines zones extérieures. Oui, c'était pas adressé. Je rappelle qu'il y a des pays d'Afrique où on s'est barré, on n'a pas demandé notre reste finalement, ça a été précisé ça va pas mieux dans ces pays-là. Par Madame Vautrin qui a fait le service après-vente, comme à chaque fois vous avez besoin d'un service après-vente de déclarations qui sont incompréhensibles du président de la République. C'est assez régulier malheureusement. C'est assez régulier sur ce sujet-là. Souvenez-vous des offres qui étaient parues dans la presse disant qu'Emmanuel Macron aurait prévu dans une réunion d'envoyer des mecs à Odessa. Souvenez-vous des propos du président de la République qui était le seul avec le Royaume-Uni à vouloir envoyer des soldats français dans le cas d'un potentiel cessez-le-feu, d'envoyer des soldats français sur le terrain dans le cas d'un cessez-le-feu. C'est encore le président de la République qui a toujours dit qu'il était le fer de lance de cette coalition des volontaires et qui pourrait envoyer des soldats français alors que les Français sont majoritairement contre. Donc à un moment donné, c'est normal aussi que les Français et les observateurs aient des craintes sur ce sujet-là. 17h42 sur Europe 1, on revient dans quelques secondes. On parlera du défilé avec Philippe qui nous a appelé au 01 80 20 39 21. Et on termine notre émission par un sujet qui n'a pas été traité dans les médias, qui n'a pas été traité une seule seconde dans les médias, et pourtant, il est très important. C'est un rapport sénatorial sur ce qu'il présente comme des zones grises de l'information. Le Sénat qui veut muscler la lutte contre la désinformation, je mets des guillemets à désinformation, avant 2027, puisqu'ils veulent s'attaquer à ce qu'ils appellent les ingérences intérieures, et notamment les réseaux sociaux. Tiens. Le danger vient du peuple français. Vous comprenez ça ? Le danger viendrait-il d'influenceurs ? Il parle d'influenceurs, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par exemple les lanceurs d'alerte sur les réseaux sociaux, qui par exemple les journalistes, qui relaient comme influenceurs, qui relaient les journalistes ou sur les réseaux sociaux, ceux qui relaient par exemple des séquences qui sont pas vues dans les médias mainstream, d'agression, de violence, qui viennent finalement balayer le discours officiel factuellement avec des éléments qui parfois sont sous-traités dans les médias. Eux, on va les fermer avant 2027 ? Donc c'est la liberté d'expression. David Lisnard s'est soulevé contre ce rapport sénatorial et la présentation qui en a été faite. Pourtant, c'était le 9 juillet dernier. Donc ça date. Mais personne n'en a parlé. Et nous en parlerons dans quelques instants. On va expliquer tout ça aux auditeurs d'Europe 1. C'est juste après une courte pause. À tout de suite.